Le don d'organes, et si on en parlait vraiment? Ce soir-là, à Viroflay, dans une salle pleine d'écoute et d'émotion, j'ai eu la chance d'assister à une conférence rare, intense, organisée par la ville, en présence de Florence Boutet, autrice du livre Le don d'Alice. Il y avait des silences pleins de sens, des témoignages qui remuent, et cette impression profonde d'être là où il fallait, au bon moment. Grâce à la générosité de Florence, j'ai pu enregistrer cette soirée pour vous la partager ici. Cet épisode n'a pas pour but de convaincre, mais d'ouvrir le dialogue. Parce que parler du don d'organes, c'est parler de vie, de transmission, de liberté. C'est parler d'un choix intime, personnel, mais qu'il est essentiel d'exprimer à ses proches. Qu'est-ce que le consentement présumé exactement? Comment en faire un choix éclairé, sans laisser aux autres une décision qui ne leur appartient pas? Je vous propose de prendre le temps, d'écouter, et peut-être, à votre tour, d'ouvrir la parole autour de vous. Merci Florence pour ta confiance, et merci à toutes celles et ceux qui rendent ces espaces de vérité possibles. Bienvenue dans cet épisode spécial d'État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonsoir à tous, merci à vous d'abord d'être là. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre qu'il faut donner ses organes. J'ai l'intention de vous convaincre que c'est important d'y réfléchir et de se positionner de son vivant et de dire à ses proches ce que l'on souhaite pour soi. C'est ça qui est le plus important. Je m'appelle Florence, je suis la maman d'Alice qui est née en 2002. Je suis aussi la maman de Camille qui est née en 2008, qui vient d'avoir 17 ans. Et je suis aussi la belle-maman de Thomas et Nicolas qui ont aujourd'hui 30 ans et 27 ans. C'est important que je vous parle des enfants parce que tous les enfants dans cette fratrie sont très proches les uns des autres. Et tous les enfants dans cette fratrie ont leur mot à dire quand il a été question de parler du don d'organes. Alors vous devez un peu vous demander, peut-être pas tant que ça, comment et en quoi moi je suis rédactrice de débat, je suis élue locale, je suis donc une maman, je suis une cavalière, en quoi je suis beaucoup plus légitime que qui que ce soit d'autre à vous parler de don d'organes. C'est parce que j'y ai été confrontée, et j'y ai été confrontée il y a 6 ans, bientôt 7, au moment où je m'y attendais évidemment loin, parce que vous allez comprendre qu'en général, quand la question du don d'organes se pose, on ne s'attendait pas à ce qu'elle se pose. Et j'y ai été confrontée le jour où ma fille Alice, alors âgée de 16 ans, a été victime d'un dramatique accident qu'évidemment, on n'a pas vu venir puisqu'il s'agit d'un accident. Un accident, à la fois effroyable et en même temps, tellement idiot. J'ai coutume de dire que mon histoire, enfin en tout cas, l'histoire de notre famille est sans surprise. Ce qui est bien, c'est que vous connaissez la fin. À la fin, Alice, elle meurt. Voilà, je vous ai spoilé, vous connaissez tout. Et en même temps, cette fin-là, c'est surtout le début. C'est le début d'une aventure qui m'anime depuis 6 ans maintenant. Certains, on entend souvent dire, ah là là, c'est glauque de parler du don d'organes, c'est parler de la mort. Moi, j'ai bien l'intention, pour le temps qui me sera donné ce soir, de vous convaincre du contraire. Parler du don d'organes, c'est d'abord parler de la vie. D'abord parce que un seul décès peut sauver plusieurs vies. Aujourd'hui, je vais trahir aucun secret en vous disant, évidemment, que pour qu'il y ait don d'organes, il faut qu'il y ait décès. En tout cas, dans la majeure partie des cas. Il y a aussi le don du vivant, parce qu'il concerne le rein et le foie. Mais dans la plupart des cas, le donneur est décédé. On va pas se mentir, on va pas non plus se voiler la face. On n'est pas là pour ça ce soir. On est là pour se parler, j'ai envie de dire, avec beaucoup de franchise. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'aborde la question du don d'organes, avec beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité. Donc, on va appeler un chat un chat. La plupart donc des dons d'organes viennent de donneurs décédés, ce qui suppose, à un moment donné, d'en avoir parlé, ou en tout cas d'avoir dit à ses proches ce qu'on voulait pour soi. Figurez-vous que dans 80% des cas, on n'a pas dit à ses proches ce qu'on voulait pour soi, parce qu'évidemment, on n'envisage jamais sa mort. Fort heureusement, ce serait très compliqué sinon. Mais moi, je vous demande juste, pas d'envisager votre mort, d'envisager ce que vous feriez, ce que vous aimeriez qu'on fasse de vos organes si toutefois les conditions de votre décès pouvaient donner lieu au don d'organes. Il faut donc pour ça se positionner un minimum. Alors, quand il y ait don d'organes, dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait un décès, mais pas n'importe quelle forme de décès non plus. Les cas de décès qui donnent lieu au don d'organes supposent que le patient ait toujours été réanimé. Donc, il a été pris en charge. Dès l'accident, dès l'arrêt cardiaque,
il a été pris en charge, il a été réanimé. Ça peut être un patient qui va demeurer végétatif, c'est-à-dire que son cerveau n'a pas été suffisamment irrigué, ça arrive. Ça peut être un patient qui a été victime d'un choc, ce qui est le cas de ma fille, un traumatisme crânien massif. Mais en tout cas, il faut que les organes aient toujours été ventilés et réanimés. Donc ça suppose une réanimation artificielle. Cette forme de décès, dans la plupart des cas, elle s'appelle la mort encéphalique. Vous avez déjà, je pense, entendu parler d'électroencéphalogramme plat. La mort encéphalique, c'est ça. C'est quand il n'y a plus d'activité électrique dans le cerveau, quand le cerveau n'a plus été suffisamment irrigué pour que le cerveau continue à fonctionner. L'électroencéphalogramme devient plat et donc c'est la mort irrémédiable du cerveau. Le tronc cérébral s'arrête de fonctionner, le patient ne peut plus reprendre de respiration spontanée et ça c'est démontré, c'est-à-dire qu'au moment où on observe des signes de mort encéphalique, il y a des tas d'examens qui permettent de démontrer que le patient est bien décédé, parce que très longtemps on a considéré que la mort c'était l'arrêt du cœur. La mort encéphalique, c'est un concept qui est arrivé beaucoup plus tardivement dans l'histoire de la médecine et qui est évidemment parfaitement démontré et documenté. Donc, quand il n'y a plus d'activité électrique dans le cerveau est mort. Et quand le cerveau est mort, on peut faire tout ce qu'on veut. Le patient ne reviendra pas. Le patient est mort. Alors, c'est un peu surprenant parce que ça s'appelle aussi la mort à cœur battant. C'est-à-dire que comme le patient est en réanimation artificielle, on lui donne de l'oxygène, on lui apporte de l'oxygène en continu, donc son cœur continue à battre, ses organes continuent à fonctionner, c'est un patient qui continue à avoir une fonction rénale, une fonction respiratoire, voilà. Et pourtant, le patient est décédé. On est là dans un cas de mort qui ne ressemble pas à la mort. Le patient semble endormi, la peau est chaude, la peau est colorée, et pourtant, il est décédé, le cerveau ne reviendra jamais. Le cerveau, quand il meurt, c'est une ampoule qui claque. C'est définitif. Il n'y a pas moyen de revenir à l'état antérieur. J'étais en train de vous parler de mort encéphalique parce que c'est ce qui est arrivé à Alice, qui a donc été victime de cet accident. Mais avant de vous parler de l'accident et avant de vous parler de ce qui a fait d'elle une merveilleuse donneuse d'organes, je vais d'abord vous parler de ce qui nous a amené mon mari, nos enfants, moi, à faire don des organes d'Alice. Avant ça, je vais prendre quelques minutes quand même pour vous parler d'Alice, parce que du coup, c'est quand même elle l'héroïne de l'histoire. Moi, je ne suis que sa maman et je ne suis là que pour la faire vivre à travers ce témoignage. Alors Alice, donc je vous l'ai dit, elle était née en 2002. Alice, c'est une petite fille assez singulière. J'aurais jamais évidemment imaginé un jour être confrontée à la question du don d'organes. Jamais. Simplement parce que je pensais exactement savoir où était le pire dans ma vie. On a tous un pire dans notre vie. Une maladie, la perte d'un proche, la perte d'un boulot, une épreuve, quelle qu'elle soit. Notre pire, à un moment donné, on l'identifie en général au moment où on se dit c'est affreux, je m'en remettrai jamais. Et puis en fait, on remonte la pente et puis on se dit bon bah voilà, je sais où était le pire dans ma vie. Nous, je peux vous le dire, on savait où était le pire dans notre vie. Bon, on était un peu moins du compte, mais quand même, on le savait. On le savait parce que Alice, elle est née avec une tumeur au cerveau. C'était pas de chance. À 3 mois, Alice est prise de convulsions à la crèche. On nous dit, ah bah les petits bébés, vous savez, les petits bébés d'été, dès qu'arrive l'hiver, ils font un peu de fièvre, tout ça. Ça arrive, à la première fièvre, elle a 3 mois, elle est toute petite, c'est un tout petit bébé. Elle convulse, bon, vous inquiétez pas, on va faire des examens, mais vous affolez pas, hein, tout va rentrer dans l'ordre, et puis on va quand même faire un scanner pour écarter toute cause neurologique. La cause neurologique a donc été clairement identifiée. Alice est atteinte de cette tumeur. À ce moment-là, évidemment, on a eu extrêmement peur de la perdre parce qu'on allait donc opérer cette tumeur, on allait ouvrir la tête de notre tout petit bébé, lui enlever tout le lobe temporal gauche, qui représentait quand même une énorme clémentine dans la tête d'un petit bébé de 3 mois, sans bien savoir ce qu'il allait advenir de tout ça. Et à ce moment-là, ça a été notre pire ami. C'est-à-dire que rien de pire ne pouvait nous arriver que la maladie de notre enfant, que la peur de perdre notre enfant et surtout l'obligation d'envisager que peut-être son décès pouvait arriver. Et ben de ce pire-là, on a fait un meilleur. D'abord parce que Alice s'en est très bien tirée.
Quand on me disait, au moment où elle sortait de l'hôpital, un peu, juste la veille de Noël, après avoir été opérée, on disait: «Bon, vous savez, quand même, on a enlevé beaucoup de cette matière cérébrale, elle parlera peut-être pas, elle ne marchera peut-être pas». 2 ans après, une de mes amies me disait: «Bah, écoute, ta petite puce qui devait être un aigu est un sacré poil sauteur», parce qu'alors non seulement c'est une pipelette, alors c'était inintelligible ce qu'elle nous racontait, mais elle parlait beaucoup. Elle chantait surtout et surtout elle sautait partout, c'était un vrai cabri. Alice a donc, récupéré, elle a fait beaucoup de rééducation, mais Alice a récupéré de cette tumeur. Alice a su marcher vers, 4 ans. Elle a su parler vers 5 ans. Elle est entrée à l'école avec un peu de retard. Puis ensuite, elle est entrée dans un établissement, vous connaissez peut-être, qui s'appelle, l'EUREA Toulouse-Lautrec à Vaucresson, qui accueille des enfants en situation de handicap moteur et psychomoteur. Et puis voilà, et puis Alice, elle a mené sa vie, elle a fait du vélo, elle est devenue une grande sœur en 2008, elle a fait du ski et puis à un moment donné, je l'ai inscrite, au poney parce que je suis moi-même cavalière et que je savais que l'équitation pouvait apporter beaucoup, aux enfants, atteints de troubles moteurs et psychomoteurs, notamment pour les aider à se latéraliser, et c'est exactement ce qui s'est produit et c'est devenu une vraie passion, heu, pour Alice. Et donc de ce pire, enfin de ce qui nous semblait être notre pire à nous, et bien c'est devenu un meilleur. D'abord parce qu'Alice s'est révélée avec un sacré petit caractère bien trempé, et puis Alice a fait des projets. Après avoir envisagé longtemps une carrière de marchande de glace dans un camion bleu, de glace exclusivement au chocolat, parce que les autres parfums ne feront pas bon et que ce que pensent les autres, en fait, ça n'a pas d'importance. Elle s'est décidée à travailler dans le domaine des chevaux. Donc Alice est rentrée en fin de troisième au CFA de Maison Lafitte pour une 2e, 3e d'adaptation, où elle a fait beaucoup de stages dans différents établissements équestres. C'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs le haras dans lequel, finalement Alice est entrée en apprentissage, l'année suivante. Alice était hyper heureuse d'aller travailler. Alice, adorait, s'occuper de ses chevaux, adorait être en plein air toute la journée, et puis dans ce haras, surtout, elle avait rencontré une deuxième famille, des gens hyper bienveillants, très à l'écoute, très attentifs au fait qu'une consigne à la fois, parce que 2 c'était trop compliqué, on la perdait, et voilà, ils étaient très respectueux du fait que, ben, Alice, elle était particulière, elle avait, son monde à elle, son rythme à elle, et que malgré tout, quand on respectait ce monde et ce rythme, eh bien, on arrivait à en tirer, plutôt du bon, et qu'elle était courageuse et qu'elle aimait aller bosser. Donc 16 ans s'étaient passés depuis l'épisode de cette tumeur. Notre pire avait donc, fini par céder la place au meilleur, à l'espoir, à la joie, heu, à l'envie de voir Alice s'émanciper, s'épanouir et puis devenir une jeune femme, comme toutes les autres. Et puis notre meilleur à nous, de ce qu'on a fait de ce pire, ça a été de travailler sur notre capacité à se crocher, cette fameuse, résilience dont j'ai beaucoup de mal à trouver une définition qui me corresponde, enfin en tout cas qui me satisfasse vraiment. En tout cas, tous les 6 avec, les 4 en avec, nos 4 enfants, on a fini par, accepter de regarder les obstacles en face, et c'est peut-être ce qui nous a été très utile au moment où, elle a été victime de cet accident. Alice, elle avait trouvé un sens à sa vie et nous n'avions évidemment à ce moment-là aucune conscience du fait, que le sort allait frapper une deuxième fois au même endroit. En fait, pour vous résumer la vie d'Alice, on pourrait, résumer sa vie en la vie des 4 jeudis. Alice, elle est née un jeudi. Alice, sa tumeur a été découverte un jeudi. Alice, donc elle est née le 22 août 2002, c'était un jeudi à 4 heures du matin. La tumeur a été découverte un 5 décembre 2002, c'était un jeudi. Elle a été victime de son accident, c'était un jeudi, et Alice s'est éteinte le jeudi qui a suivi. Je ne vous donne pas les 2 dates de son accident et de son décès, d'abord parce que c'est pas très important, mais surtout parce que, on en parlera tout à l'heure, le don d'organes est régi par, 3 principes que sont la gratuité, l'anonymat et le consentement présumé. Et dans l'anonymat, eh bien, je garde, la date de son décès, pour moi, heu, de sorte qu'aucun receveur ne puisse, identifier Alice comme étant potentiellement sa donneuse, et c'est très important, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Alice a donc été victime de cet accident ce jeudi-là, en ramenant à 17 heures un cheval du pré à l'écurie. C'est une tâche qu'elle maîtrisait, qu'elle accomplissait tous les jours depuis des semaines, des mois.
c'était le dernier moment de sa journée, aller chercher Galopin et ramener Galopin dans son box. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec Galopin? Ça, il n'y a que Alice et Galopin qui le savent. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a été piqué? Galopin était un cheval, il est toujours d'ailleurs un cheval mignon, gentil, pas plus revêche que les autres. Toujours est-il qu'à un moment donné, Galopin, soit il a été piqué, soit il a eu peur. En tout cas, Galopin est tombé. Et au moment où Alice s'est baissée pour ramasser sa longe qui lui avait échappé des mains, Galopin s'est relevé et Alice a été percutée par le pied du cheval de Galopin dans la tempe. Autant vous dire que 500 kilos qui se relèvent face à une gamine de 50 kilos tout mouillée, forcément Alice a été projetée et elle a été projetée et assurée dans un coma d'emblée. Elle a été prise en charge immédiatement par les gens qui étaient là, qui n'ont pas forcément vu l'accident se produire là à l'instant, mais qui étaient là auprès d'elle, en tout cas dans les box autour. Des pompiers ont été appelés, très vite le SAMU est intervenu, on m'a prévenu, moi j'étais en mairie à ce moment-là. J'étais dans une réunion d'Urba. Et puis on m'appelle et on me dit Alice était véhiculée par un taxi, comme elle était porteuse d'un handicap. Elle avait un chauffeur de taxi qui venait la chercher tous les matins et qui l'emmenait ensuite au boulot et qui l'a récupérée le soir au boulot et qui l'a ramenée à la maison. Et donc son taxi m'appelle et moi je pensais qu'il allait être en retard tout simplement. Et il m'appelle et il me dit oh là là, il y avait le pompier, Alice apparemment elle a eu un accident. Et je lui dis, écoutez, c'est pas grave, rentrez chez vous, vous inquiétez pas, les pompiers m'ont pas appelé, donc ça doit pas être une catastrophe. Et puis en même temps, prendre un coup de pied dans un haras, c'est qu'une banalité tellement affligeante, ça arrive tout le temps. Moi, je ne suis pas plus affolée que ça. Et puis, le haras m'a rappelé, 2 minutes après, exactement. Et là, j'ai eu un pompier au téléphone. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu pronostic vital engagé. Bon, j'ai pris la mesure du truc. Je suis rentrée à la maison, mon mari est rentré, on a organisé la soirée de Camille chez une de ses amies, et puis on a filé à Necker attendre qu'Alice nous rejoigne. Alice nous a rejoint à Necker environ 1h30 et 1 heure après son accident, le temps de la stabiliser. Déjà, le médecin du SAMU nous avait dit que c'était extrêmement grave, qu'elle était inconsciente, qu'elle n'avait pas du tout, qu'elle a perdu conscience à l'instant même où elle a reçu ce coup de pied. Et que les dommages étaient très importants et qu'il allait falloir beaucoup d'examens pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc quand elle s'est arrivée à l'hôpital, eh bien, on n'a pas pu voir Alice puisque évidemment elle a été prise en charge par les médecins tout de suite. Il a fallu qu'on attende pas loin de 2 heures avant de pouvoir nous entretenir avec un médecin. Médecin qui nous a dit, qui nous a répété pronostic vital engagé. Et quand on vous parle de pronostic vital engagé, on ne peut pas vous dire pour combien de temps, ni à quel taux. C'est-à-dire que nous, on dit, mais pronostic vital engagé, c'est-à-dire 20%, 30%, enfin, donnez-moi une échelle. En fait, on a envie de se raccrocher à quelque chose de tangible. Et il n'y a pas de tangible dans le pronostic vital engagé. Ça veut simplement dire qu'à tout moment, la vie peut basculer, d'un côté ou de l'autre, et qu'en tout cas, à tout moment, la vie peut basculer. Quand même, pour m'en assurer, j'ai quand même demandé au médecin, mais est-ce que Alice peut mourir? Et là, on m'a dit, c'est pas exclu. Vu les dommages, donc elle avait un trauma massif, un œdème cérébral colossal, une hémorragie importante, enfin bon voilà, il fallait qu'elle soit opérée en urgence, elle l'a été. Et pendant que Alice était opérée, eh bien mon mari et moi étions tous les 2 dans cette petite salle d'attente. Et d'un seul coup, le don d'organes est devenu la seule chose qui avait de l'importance à mes yeux. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais parlé du don d'organes, on n'avait jamais tranché la question, et que le seul moment où en fait, le premier moment où j'y avais pensé, c'était 1 heure avant au téléphone avec une de mes amies, Aline de Marcillac, la mère de l'île d'Avray, que j'avais au téléphone, et je lui disais, mais tu te rends compte, on n'a même jamais parlé de don d'organes. Et j'entends encore Aline me dire, mais attends Flo, il n'était pas encore question de ça. Et je lui dis, oui, mais si à un moment donné, il en est question, eh ben, on n'en a même jamais parlé, quoi. Je saurais même pas quoi dire, je saurais même pas quoi faire. Alors, j'ai dit ça, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Le don d'organes, on en avait parlé une fois, quelques mois auparavant, pendant un déjeuner. Et alors là, vous connaissez tous cette situation, hein, le déjeuner dominical, les enfants autour de la table, et puis tout se passe bien, et puis d'un seul coup, la petite dernière qui vous dit « Ah, c'est horrible, on tue les gens pour leur prendre leurs organes ».
Alors là, tout le monde pose sa fourchette, son couteau, on la regarde, on lui dit: «Mais pas du tout». Mais moi, c'est pas entendu un truc pareil. Et ben, j'ai entendu et puis, c'était dit à la télé et je t'assure, c'est vrai. Et alors là, on lui dit: «Mais non, c'est évidemment que c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça». Et on lui dit juste, en fait, les gens auxquels on prend les organes sont des gens qui étaient d'accord pour donner leurs organes et ce sont des gens qui sont décédés. Et donc on prend leurs organes pour sauver des vies. On va sauver des gens qui sont malades et voilà. Et puis Alice a pris part à cette discussion en disant: «Bah oui, tu vois, c'est bien, en fait, ça sauve des gens malades». Voilà. Et puis on s'en est arrêté là, parce que les enfants n'ont pas posé la question: «Et vous, vous en pensez quoi?» Et comme on est des parents, aimants et protecteurs pour nos enfants, on ne répond pas aux questions qu'ils ne posent pas. Donc comme ils n'ont pas dit: «Et vous, vous en pensez quoi?», on s'est bien gardé de leur dire ce qu'on en pensait. Et d'ailleurs, heureusement qu'elles n'ont pas posé la question, parce qu'on aurait été bien en peine de leur répondre à ce moment-là, puisque la question, c'était simplement jamais posée. Alors on a changé de sujet et puis on a terminé notre déjeuner. Et puis plusieurs mois plus tard, eh bien, je me retrouve dans cette salle d'attente avec l'obsession de me poser la question maintenant du don d'organes. Non pas parce que j'ai la crainte qu'Alice va mourir, parce que moi je suis convaincue du contraire. Alice, elle s'est toujours sortie de toutes les merdes, pardon l'expression, mais de toutes les embûches qu'elle a rencontrées, elle s'en est toujours sortie. Donc j'ai une foi incroyable en cette petite lionne. Mais parce qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus facile pour moi d'envisager que la vie va continuer plutôt que celle de ma fille va s'arrêter. Et pour que la vie continue, il faut juste qu'à un moment donné, je m'interroge sur le nom d'organes et qu'avec son papa, on soit d'accord. Et mon mari me dit: «Mais tu penses, t'envisages quoi? Enfin, quoi tu penses?» Et je lui dis: «Bah, quand même, elle a 16 ans, elle a un cœur de championne, on peut pas, tu si là, elle sort du bloc et qu'on lui dit qu'elle est en mort encéphalique, on peut pas, laisser ce cœur, partir comme ça, en fait. Le cœur de champion, 16 ans, c'est beaucoup trop tôt, il faut que ce cœur continue à vivre». Et il me dit: «Eh ben, OK, on donnera au moins son cœur». Et voilà. Et la question, elle est tranchée et nous n'en reparlons plus. C'est tranché dans notre tête, c'est clair, il y aura au moins, don du cœur. Et puis après ça, eh bien, Alice remonte du bloc opératoire et elle n'est pas en mort encéphalique. Et donc, on s'accroche à l'espoir, qu'Alice va vivre. Et Alice va vivre. Elle va vivre, 5 jours. Et on a bien fait, je vais vous dire, d'en parler, ce soir-là, parce que 5 jours plus tard, quand on nous annonce qu'Alice ne se réveillera pas, on n'est plus tout à fait dans le même état. Et là, se poser des questions aussi importantes à ce moment-là devient, un enfer. À ce moment-là, on est perdu, on est désarmé, on est du coup dans le pire, c'est-à-dire que ce qu'on pensait être notre pire il y a 16 ans était bien loin de la vérité. Et dans ce pire-là, dans ce moment-là, eh bien, on n'est pas du tout armé, pour réfléchir à cette question qui est importante, et qui est surtout extrêmement intime. Donc on est très content, d'avoir pris cette décision avant, parce que du coup, on s'accroche à cette décision comme à nos planches de salut, avec la certitude que la vie va continuer et que la vie va être belle, pas pour Alice, mais pour d'autres. Et peu importe qu'on ne connaisse jamais ces autres, l'important c'est que le don ait lieu. On fait part de notre souhait, au médecin. Le médecin nous explique que pour qu'il y ait don d'organes, il faut qu'il y ait mort encéphalique, que pour le moment on n'en est pas là, qu'il peut se passer encore quelques jours avant que la mort encéphalique survienne et qu'elle peut même ne jamais survenir, auquel cas il faudra peut-être à un moment donné, décider de débrancher la machine. Eh bien, Alice a dû nous entendre, puisque le lendemain, quand on revient à l'hôpital, les signes de mort encéphalique sont observés et donc Alice va pouvoir devenir donneuse d'organes. Et c'est là que débute, la suite de l'histoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, la loi française, elle précise que le don d'organes repose donc sur 3 principes: la gratuité, l'anonymat, le consentement présumé. La gratuité, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que, évidemment, le don d'organes a un coût. Il a un coût à la fois, pour le donneur et à la fois pour le receveur. Ce sont des patients qui sont pris en charge dans des hôpitaux avec des matériels extrêmement pointus et spécifiques, avec des équipes, nombreuses mobilisées autour de ces patients.
le don d'organes a un coût. Mais ce coût-là, heureusement, on vit en France, ce coût-là n'est jamais imputé aux familles, ni des donneurs, ni des receveurs. Et c'est en ça qu'il est gratuit. Et à travers la gratuité, ce qu'on nous explique aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de vente d'organes. Je le dis parce que figurez-vous que régulièrement on me dit: «Mais alors, du coup, ça t'a rapporté de l'argent?» Non. Et évidemment, on donne pas les organes pour ça, parce que sinon, bah, on est très frustrés, parce que du coup, il y a pas d'argent au bout. Il y a pas de trafic d'organes en France, il y a pas de vente d'organes en France et il y a une immense différence à faire entre don d'organes et don du corps à la science et si vous voulez, on en discutera un peu après. Donc voilà pour ce qui est la gratuité. Pour vous expliquer comment, est respecté l'anonymat et comment il est surtout garanti, il faut que je vous explique la suite, du processus pour le donneur et pour le receveur. Le don d'organes, c'est une chaîne médicale, et logistique qui comporte 3 maillons, essentiels et indissociables des uns des autres. Le premier maillon, c'est le donneur. Le donneur décède dans un hôpital, heu, la famille dit oui au don d'organes. Ce donneur est inscrit sur la base de données Cristal, qui est une base de données régie par l'Agence de la biomédecine, avec toutes ses spécificités, son poids, sa taille, son sexe, le poids, la taille des organes, les éventuels examens médicaux qui permettent de s'assurer que les organes peuvent être, transplantés. Parce qu'après tout, à l'aune de ces examens, on peut aussi découvrir, des pathologies qui pourraient rendre le prélèvement impossible ou en tout cas la graisse impossible. Et ce donneur, il est inscrit sous un numéro, que seule, l'Agence de la biomédecine connaît en fait. Seule l'Agence de la biomédecine peut, heu, retrouver l'identité d'un donneur. L'Agence de la biomédecine, c'est le deuxième maillon. L'Agence de la biomédecine, une fois que l'équipe, de coordination des dons d'organes de l'hôpital dans lequel est décédée la personne a fait son petit travail pour saisir cette base de données Cristal, l'Agence de la biomédecine récupère ces données et va mettre en relation avec les receveurs potentiels en fonction, eh bien, du poids, de la taille, de l'âge et puis des données, médicales, des compatibilités, de sang, de plasma, de résus et cetera. Et à l'autre bout de la chaîne, eh bien, les receveurs, qui sont le troisième maillon, sont inscrits dans la même base de données Cristal, également sous un numéro. Si bien que personne, finalement, ne peut savoir qui reçoit les organes de Guy. Et ça, c'est quand même une sacrée sécurité. Une fois que l'agent de la biomédecine, a identifié des receveurs potentiels pour les organes qui sont proposés à la greffe, les équipes médicales, de l'autre côté, elles n'ont pas 3 jours pour se décider. Elles ont 20 minutes. 20 minutes pour dire: «Oui, ce cœur, je prends. Il va à mon patient». Si elles disent non, parce que, trop de risques, parce que, finalement le patient est plus vraiment en état à ce moment-là, ou pas en état à ce moment-là de recevoir une greffe. Il faut savoir que les patients qui sont en attente de greffe sont pas toujours en état de recevoir la greffe au moment où elle se présente. Ils peuvent à un moment donné présenter des fatigues, avoir chopé un virus, qui fait que, bah, du coup on retarde, on attend le donneur, suivant, mais en tout cas, on prend pas de risque pour dégrader la santé du patient qui est en attente de greffe parce que sa santé est tellement déjà fragile à ce moment-là, qu'on va pas, obérer des chances de réussite de la greffe. Donc les équipes ont 20 minutes pour dire oui ou pour dire non. Si c'est non, eh bien l'agence de la biomédecine va chercher un autre receveur compatible. Mais en tout cas, heu, ces organes sont proposés, ces greffons, sont proposés aux personnes les plus compatibles à l'instant T. Donc il y a pas non plus de, je choisis Pierre plutôt que Paul, ou alors peut-être Mireille, je sais pas, ça dépend. Non, ça dépend pas en fait. Au moment où on propose le greffon à une équipe, c'est parce que leur patient qui est à ce moment-là le plus compatible pour recevoir le greffon qui est proposé. Et ça, c'est important aussi, de le savoir parce que c'est cette compatibilité maximale qui donne les meilleures chances en fait à la greffe de réussir. Pendant ce temps-là,
Vous allez me dire: «Et alors du coup, la famille du donneur pendant ce temps-là, elle pleure, OK, parce que bon quand même elle a perdu un proche, et qu'est-ce qui se passe pour elle?» Et bien pendant ce temps-là, pendant que toute cette petite machine-là travaille, en interne, la famille du donneur, elle est reçue par, la coordination des dons d'organes au cours d'une réunion, au cours de laquelle on nous explique exactement tout ce que je suis en train de nous expliquer, même davantage, parce qu'on peut répondre à toutes nos questions, alors que moi je pourrais pas répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez peut-être. Heu, mais on répond en tout cas au maximum des questions qu'on se pose pour nous permettre de prendre une décision la plus éclairée possible. Bon, dans notre cas, la décision était déjà prise, mais la réunion est obligatoire, donc on assiste à cette réunion évidemment. Heu, dans la plupart des cas, en fait, il s'agit d'informer la famille, de lui permettre d'abord de recueillir le consentement du défunt. Est-ce que le défunt avait dit? Est-ce qu'il était pour? Est-ce qu'il était contre? Est-ce qu'il était inscrit, heu, sur le registre national du refus? Parce qu'il existe un registre national du refus dont je vais vous parler un petit peu plus tard, sur lequel on peut s'inscrire dès l'âge de 13 ans. Donc la première chose que fait l'agence que fait la coordination des dons d'organes quand une personne décède et que son décès peut donner lieu au don d'organes, c'est de consulter ce registre. Bon, bah, si on ne trouve pas le nom du défunt, on est quand même en droit de demander aux proches, est-ce qu'il était pour? Est-ce qu'il était contre? Est-ce qu'il avait donné, son souhait? Est-ce qu'il vous en avait parlé? Et si le proche ne sait pas, eh bien, on va lui apporter toutes les informations pour lui permettre de prendre la décision la plus éclairée possible et pour se faire le porte-parole du consentement de la personne, décédée. Et donc nous assistons à cette réunion également, donc même si, pour nous tout est très clair, il se pose quand même pas mal de questions et voilà, on répond à nos questions. On nous demande notamment on nous explique également que d'abord Alice est mineure, donc on ne prélèvera pas les tissus, que s'il n'y a pas de prélèvement de tissus sur des mineurs. Les tissus, ce sont notamment les cornées, la peau, les tendons, les muscles. Heu Et on nous explique aussi que s'agissant d'un mineur, il faut que les 2 parents signent l'accord de prélèvement. Donc évidemment, nous sommes d'accord, ça ne pose aucun problème. Nous allons donc signer l'accord de prélèvement, du don d'organes dans la chambre d'Alice en expliquant à Alice, qu'elle va devenir la plus merveilleuse et donneuse d'organes que l'on connaisse, puisque nous avons dit OK, pour le prélèvement de ses organes qui finalement aura lieu le lendemain. Pourquoi tout ce temps? Parce que on nous a aussi demandé si nous voulions émettre des restrictions, puisqu'au départ, moi, je n'ai parlé que du cœur. Mais en réalité, on nous demande: «Est-ce que vous voulez donner que son cœur? Est-ce que vous voulez donner autre chose? Est-ce que vous émettez des restrictions?» parce que vous avez droit de dire, bah, que le cœur ou pas le cœur, que le foie ou pas le foie. Vous avez tout à fait le droit, donc nous, on décide de n'émettre aucune restriction. On leur dit: «Eh bien, prélevez tout ce qui trouvera receveur» et on s'en tient à ça. Sans savoir évidemment pour le moment combien de receveurs pourront être identifiés et compatibles avec les organes, avec les greffons, d'Alice. Et donc, quand nous signons l'accord de prélèvement, pendant que nous avons cette réunion, que l'on signe l'accord de prélèvement et qu'une nouvelle nuit se passe, eh bien la coordination des dons d'organes organise la venue des équipes médicales en charge du patient dans l'hôpital où repose Alice, en vue du prélèvement qui a donc lieu, 24 heures après, heu, son décès. Parce que ces équipes, elles peuvent venir de partout en France. Elles peuvent même venir des pays transfrontaliers avec lesquels la France a des apports concernant le don d'organes. Parce que si le patient le plus compatible avec les greffons proposés est en Suisse, eh bien l'équipe vient de Suisse. Et ce sont les équipes en charge des patients qui viennent prélever et qui repartent avec le greffon qui sera transplanté par l'équipe, qui attend le greffon dans l'autre hôpital, heu en vue de la transplantation. Et donc ce n'est qu'une fois le greffon prélevé que le patient de l'autre côté est endormi. Alors il a été prévenu, évidemment. Dès qu'on a su qu'on avait un greffon compatible, le médecin a appelé son patient et lui a demandé d'abord: «Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour recevoir une greffe?» parce que le patient peut avoir changé d'avis. Il peut finalement décider que, bah, non, ça va être trop compliqué en fait, ça va être trop dur pour lui et que son état de santé ne le lui permet plus et puis au contraire, il peut se dire: «Bah, ouais, OK, c'est bon» et donc là, il a quelques heures pour se rendre le plus tôt possible, dans l'hôpital où il est suivi,
Alors, il faut savoir que ces patients qui reçoivent des greffes, c'est d'une urgence absolue pour eux. Donc, en général, ils ne sont pas en vacances à l'autre bout de la France, hein. Ils sont chez eux sous surveillance étroite avec un téléphone dédié à l'appel de cet hôpital. Et donc, il faut quelques heures pour se faire accompagner dans cet hôpital, ne surtout pas conduire eux-mêmes, ne pas aller se mettre en danger, voilà, ou ils sont conduits par une personne de confiance. Ils arrivent dans cet hôpital, on leur fait des examens, etc. On leur dit que le greffon va pas tarder à arriver, et puis ils partent au bloc opératoire au moment où le greffon est prélevé, parce que là, le temps est compté, hein. Voilà, la durée de vie d'un cœur hors du corps, c'est 5 à 6 heures. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est pour ça que parfois, des organes prennent l'hélicoptère ou prennent des jets privés. Quand ils restent pas très loin de l'hôpital où la personne est décédée, ils peuvent emprunter des taxis, enfin des voitures spécialisées escortées. Voilà, la vie du greffon est précieuse et on lui donne tous les égards. Elle est précieuse à la fois pour le donneur, pour le receveur, pardon, mais je peux vous le dire, elle est précieuse aussi pour la vie et pour les familles des donneurs, parce qu'une fois qu'on a dit oui au don d'organes et qu'on sait que le prélèvement a eu lieu, on n'a plus qu'un souhait, c'est que les greffes, elles prennent en fait. On a juste une envie, c'est que la vie se poursuive, quelle que soit la manière, mais que ça continue. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça continue. Je vous ai parlé également du consentement présumé, on en a parlé un petit peu. Alors, je suppose que vous avez tous en mémoire la campagne de l'Agence de la biomédecine « Tous donneurs, tous receveurs ». Ça, c'est un super slogan de campagne. On est bien content de l'avoir entendu. Maintenant, quand on a dit ça, eh bien, on n'a rien dit du tout, parce que tous donneurs, bah, encore faut-il que donc euh, les conditions de notre décès donnent lieu au don d'organes, et encore faut-il aussi qu'on les fait savoir au été donneur. Si on ne l'a pas fait savoir, eh ben, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, du coup, la loi, elle a changé en 2016, alors maintenant, on est tous donneurs par défaut. Alors ça, c'est une vision bien réductrice de ce que dit la loi. Au départ, le don d'organes, il est régi par une loi de 1976 qui instaure un registre national pour le don d'organes. Donc, si vous étiez favorable au don d'organes, vous alliez vous inscrire sur ce registre et vous receviez une petite carte donneur d'organes qu'il fallait garder sur soi. En 2016, la loi est venue renforcer l'idée du consentement présumé en créant un registre national du refus, en considérant que si l'on n'était pas inscrit sur le registre national du refus, c'est donc qu'on était d'accord. Sauf que la loi, c'est pas exactement ce qu'elle dit. Elle dit que si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimé de son vivant. Les médecins doivent donc recueillir cette opposition par tout moyen, et les médecins doivent informer de la finalité des prélèvements qui sont éventuellement réalisés. Et en l'absence formelle d'opposition de la part du défunt, c'est-à-dire si ce n'est pas enregistré sur le registre national des refus, ou s'il n'a pas dit à ses proches, pour moi c'est non, je ne veux pas qu'on prélève mes organes, eh bien, le prélèvement d'organes devient possible. Et ça fait une grande différence avec à lieu de fait. Il devient possible. C'est ce qui est écrit dans la loi. Et c'est la raison pour laquelle l'avis de la famille est toujours sollicité. Parce que quand on est confronté au don d'organes, on est déjà confronté à un drame épouvantable. L'idée, c'est donc pas d'aller aggraver et d'ajouter du drame au drame. Donc, il faut que la famille soit en mesure de prendre une décision de la manière la plus éclairée possible et qu'elle soit OK avec la décision. Donc, si on n'a pas dit à ses proches qu'on était OK ou qu'on ne l'était pas, eh bien, en gros, on leur laisse la responsabilité d'une décision qui ne les concerne pas. Je vous laisse méditer 30 secondes sur ce petit concept. On leur laisse le poids d'une décision qui ne les concerne pas. Et donc, cela amène à des refus
en pagaille, en pagaille, en pagaille, parce que quand on ne sait pas, on dit plutôt non que oui. On préfère ne pas prendre de décision plutôt que prendre une mauvaise décision. Même si refuser le don d'organes, c'est aussi prendre une décision. Dans l'imaginaire des gens, ils ont l'impression, le plus souvent, qu'ils ne prennent pas de décision quand ils disent non. Qu'en tout cas, ils ne contredisent pas leurs proches. D'où l'importance de se poser la question avant, pour soi, et puis de dire à ses proches, moi c'est ok ou moi ça ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais au tout début de mon intervention, l'idée, c'est pas de vous convaincre qu'il faut donner ses organes. Moi, je suis convaincue que c'est important. Mais ça m'appartient, c'est ma conviction. L'idée ce soir, c'est juste de vous inviter à y réfléchir pour vous, et puis à dire à vos proches ce que vous voulez pour vous. Si pour vous, c'est pas possible, registre national du refus. Vous vous inscrivez, c'est consulté, et il n'y aura pas de sujet, on posera même pas la question à votre proche si toutefois les conditions du décès pouvaient donner lieu au don d'organes, la question ne leur sera pas posée. Et si c'est oui, alors faites-le savoir, écrivez-le, dites-le, invitez vos proches à se poser les mêmes questions que vous, et puis à faire le tri pour eux de ce qu'ils veulent. Alors pourquoi je pense que le don d'organes est important? Alors au-delà du fait que du coup j'ai appris moi le soir, donc autre chose importante à vous dire, c'est que quand on donne les organes de son proche, on récupère le corps de son proche. Beaucoup pensent que en fait le corps il part je ne sais où. Alors il n'a pas du tout à la faculté de médecine, parce que encore une fois le don d'organes ça n'est pas le don du corps à la science. Le proche, il subit une intervention chirurgicale qui est réalisée dans les règles de l'art, sous anesthésie générale maxille est décédé, avec un anesthésiste, avec des équipes très pointues. Il est respecté des meilleures manières qui soient, et la famille retrouve le corps de son défunt. Nous avons récupéré le corps d'Alice et rien ne se voyait. Rien. À part un petit tassement au-dessus de son t-shirt. Mais rien ne se voyait, elle n'était pas transformée, elle n'avait pas changé d'aspect, elle n'était pas défigurée, elle n'a pas été, son corps n'a pas été profané. C'est important que je vous dise parce que on a souvent cette arrière-pensée de dire ah, c'est glauque le don organe, en plus on profane le corps. Non, on profane pas le corps, on vient prendre des outils en parfait état de fonctionnement et puis ensuite on restitue le corps à la famille. Donc nous avons récupéré le corps d'Alice évidemment. Et donc ce soir-là, voilà, hein, c'était la fin d'une terrible semaine. On n'était pas encore au bout de nos peines parce qu'évidemment, il y a d'autres enfants, et puis il y a toute la famille, et puis il y a des obsèques et machin. Enfin, donc voilà, c'était quand même compliqué. Et moi, j'étais un peu effondrée, et puis il y avait l'infirmier coordinateur des dons d'organes qui me remerciait. Il disait, oh là là, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Vous n'imaginez même pas la portée de ce don comme c'est important. Et non, j'imaginais pas, parce qu'à ce moment-là, je suis pas en état d'imaginer. Et il le voit bien que je suis pas en état d'imaginer. Alors pour m'aider à imaginer, d'un seul coup, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous dise combien d'organes ont été prélevés sur Alice? Parce qu'en fait, on n'en avait pas reparlé. Et je dis, bah oui. Et il me dit 6. Il me dit, à l'heure où on se parle, il y a 6 personnes qui sont en cours de transplantation. Et en fait, on peut prélever 7 organes. Ce qui veut dire que seul l'intestin grêle d'Alice n'a pas été traité parce qu'il n'avait pas de compatibilité avec aucune des personnes en attente d'un intestin grêle à ce moment-là. Tous les autres organes ont été prélevés et ont été transplantés. D'un seul coup, je vous assure, dans ma tête, il s'est passé un truc. Ma première pensée a été pour les 6 mamans des personnes qui recevaient ces organes, qui du coup n'allaient pas connaître l'épouvantable chagrin que moi je connais en tête. Je me suis dit, waouh, ailleurs, là, quelque part, loin, pas loin, j'en sais rien, il y a 6 mamans qui ne connaîtront jamais ce chagrin-là, en tout cas pas là maintenant. Et puis au-delà de ces 6 mamans, il y a peut-être des frères et sœurs, il y a probablement un papa, il y a évidemment des grands-parents, bref, il y a tout un écosystème autour d'un seul malade. Donc il y a 6 personnes qui sont opérées, ce sont 6 familles qui d'un seul coup peuvent passer à autre chose en fait, peuvent reprendre une vie, peuvent reprendre des projets, peuvent se projeter dans un mariage, dans reprendre un boulot, dans faire du sport, dans se lancer des défis.
Ces 6 personnes qui ont reçu les organes de ma fille et qui reçoivent les organes de manière générale, ce sont 6 personnes qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, étaient promises à une mort certaine à brève échéance. Quand on en est à devoir recevoir un organe, on est condamné si on ne reçoit pas l'organe. Ça peut paraître violent parce que je vous l'ai dit au début, hein, je vous parle avec beaucoup de franchise, mais je pense qu'il faut l'entendre, ça, à un moment donné. Il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Les personnes qui attendent des organes sont condamnées à brève échéance. Quand elles reçoivent un organe, elles sont sauvées. Et elles sont sauvées pour de longues années, parfois une vie entière, parfois moins, mais en tout cas, elles se sauvaient à l'instant T. Et donc, elles reprennent leur vie là où elles l'avaient posée. Et donc, moi, je rencontre très régulièrement des receveurs qui me disent: «Bah, moi, j'ai couru le marathon, moi, j'ai fait le tour du Mont Blanc, là. Bah, du coup, là, je m'attaque à l'Annapurna parce que j'en ai encore sous le pied. Bah, moi, j'avais pas de boulot, bah, du coup, j'ai repris un boulot. Et ben moi, j'imaginais pas avoir d'enfants. Et en fait, aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Et d'un seul coup, le don des organes d'Alice prend du sens. D'un seul coup, la mort d'Alice prend du sens. Et la mort de toutes ces personnes qui donnent leurs organes, d'un seul coup, elle prend un sens. Alors non, le don d'organes n'a pas rendu mon deuil moins difficile. Non. Mais il l'a pas alourdi non plus, du coup. Surtout, il est venu donner du sens à ce qui, pour moi, n'en avait pas, parce que perdre la vie aussi bêtement à 16 ans, pardon, mais ça n'a aucun sens. Mais pourquoi c'est devenu si important pour moi d'en parler? Parce que du coup, je me suis mise à creuser un peu la question après, parce que c'est important, c'est un moment important dans ma vie. Donc je me suis documentée, puisque du coup, je me sentais pas suffisamment documentée, je me suis documentée. Alors je vais vous donner quelques chiffres, si toutefois il était encore besoin de vous démontrer, à quel point le don d'organes est précieux et rare. Sachez qu'en France, chaque année, 640 000 personnes en moyenne ont perdu la vie en 2024. Toute cause, tout âge, 640 000 décès. Environ 5 000 de ces décès étaient des décès en mort encéphalique. 640 000, 5 000 morts encéphaliques. Moins de 1%. Je crois que ça fait 0,7%. Sur ces 5 000 décès en mort encéphalique en 2024, 3 169 donneurs ont été identifiés. Mais tous n'ont pas été prélevés. Seuls 1 544 donneurs en mort encéphalique ont été prélevés. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 90% des greffes ont lieu à partir de donneurs décédés en mort encéphalique. 640 000 décès, 5 000 morts encéphaliques, 1 500 personnes prélevées, 6 000 greffes réalisées, 28 000 personnes en attente d'une greffe. À l'heure où on se parle. Ah bah ouais, ça fait réfléchir. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ratez pas le coche. Ne vous épargnez pas cette réflexion sur le don d'organes pour vous. Peu importe que ce soit oui ou que ce soit non, c'est pas mon propos et ça ne me regarde pas. Cette question elle est trop intime pour que je me permette de vous demander et vous alors qu'est-ce que vous feriez? C'est pas ça la question. C'est interrogez-vous, posez-vous la question et que ce soit bien clair dans votre tête, parce qu'au moment où la question se posera, eh bien n'oubliez pas qu'elle se pose rarement, très rarement. Et que donc quand elle se pose, c'est pas une vie qui peut être sauvée, c'est plusieurs. Et quand elle se pose, eh bien elle se reposera peut-être pas dans l'année, en fait, pour ces personnes-là. Et surtout, pour ces personnes qui peuvent bénéficier d'une greffe, si elles ne se reposent pas, alors ces personnes, de toute façon, décéderont. En 2024, il y a eu 6 034 greffes d'organes réalisées. C'est 7% de plus que l'année dernière, donc c'est vraiment bien. Enfin, que l'année d'avant, que 2023. 17 greffes sont réalisées en moyenne par jour. On peut se dire, ouais, c'est génial et tout, c'est beaucoup. Bah oui, enfin, c'est beaucoup, mais c'est encore trop peu. Il y a eu 614 greffes réalisées depuis un donneur vivant. Donc ça, c'est pour le rein et le foie. Et malheureusement, dans 36% des cas,
les familles auxquelles la question a été posée ont refusé de donner des organes. Et alors, je vais vous dire, en Île-de-France, on n'a pas à être fiers de nous parce qu'on a le palmarès du taux de refus qui culmine en Île-de-France à plus de 53%. Donc, on a encore un petit peu de boulot à faire pour inciter les gens à y réfléchir et à se positionner tout simplement, puisque, comme je vous disais, beaucoup de refus sont liés au fait que les familles ne savaient pas se positionner pour leurs proches et qu'elles ont préféré ne pas donner plutôt que de prendre une mauvaise décision. Alors après, des raisons de refuser, il y en a plein, hein. On peut en trouver pléthore. De toute façon, quand on ne veut pas, on a toujours une bonne excuse pour pas vouloir. Euh, alors on va m'opposer la religion. Bon, on va être à l'aise tout de suite. Les 3 religions monothéistes sont pour le nom d'organes. Dès lors qu'ils respectent la gratuité, l'anonymat et le consentement présumé. Ça tombe bien, c'est le projet. Donc ça déjà, cette excuse-là n'est plus valable. L'excuse la plus pénible à entendre pour moi, c'est que la plupart des gens qui refusent le don d'organes le font parce qu'elles considèrent, elles, ne pas avoir eu de chance. Moi, on m'a pas aidé. Pourquoi j'irais aider les autres? Et c'est violent, mais c'est vrai. C'est un motif de refus qui revient très souvent. Et puis, les autres motifs de refus, eh bien, c'est bah non, il est trop vieux, en fait, papy. Il ne peut pas donner ses organes, il est beaucoup trop vieux. Il n'y a pas d'âge pour donner les organes. On peut donner ses organes tout petits et très vieux, comme on peut être receveur à tout âge aussi. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on ne peut plus recevoir un organe, que la maladie peut frapper à n'importe quel moment et on peut à tout moment se retrouver en situation de devoir recevoir un organe. Et d'ailleurs, vous avez plus de chances de vous trouver un jour en situation de devoir recevoir un organe que de vous retrouver en situation de pouvoir donner vos organes, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a moins de 1% des cas de décès qui peuvent donner lieu au don d'organes. Alors, je ne considère pas pour autant que ma fille a été chanceuse, hein, pas du tout. Mais je me dis juste qu'on a été suffisamment éclairé pour prendre la bonne décision au bon moment et pour rendre surtout la vie d'autres bien plus belle et bien meilleure. Je vous ai dit 28 000 tout à l'heure, j'ai été beaucoup trop optimiste. Pardon, trop catastrophique. C'est 22 500 personnes inscrites sur la liste des donneurs, des receveurs en attente de greffe. Bon, 22 500, c'est quand même pas mal, surtout quand on sait que en 2024, 8 300 nouveaux patients y ont été inscrits sur cette liste d'urgence de greffe et que beaucoup de personnes sont décédées en attente d'une greffe. Alors sur cette liste, il y a la liste d'urgence. La liste d'urgence, c'est de la greffe là, maintenant, tout de suite. Vous venez d'un seul coup, ultra prioritaire. C'est notamment les enfants, les personnes qui ont un problème de foie, parce que le foie est le seul organe qui ne peut être compensé par aucune machine. Donc, si le foie se met à dérailler et qu'il faut une greffe, l'urgence devient très, très urgente. Il y a 11 000 personnes sur cette liste d'urgence. Donc, de toute façon, 6 000 greffes, 11 000 personnes, vous pouvez refaire les calculs dans tous les sens. Il n'y aura jamais assez d'organes tant qu'on ne fera pas baisser ce taux de refus. Et pour faire baisser ce taux de refus, eh ben, il faut se positionner, tout simplement. Voilà, je pense vous avoir dit déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Que parler du don d'organes ne fait pas nourrir. Du coup, vous en êtes la preuve. Personne n'est mort ce soir. Alléluia, voilà, tout va bien. Parler du don d'organes, c'est pas parler de la mort, c'est d'abord parler de la vie. Simplement parce que, dans le cas d'Alice, une donneuse, un décès, 6 organes, 6 vies. Sachez quand même, je vous le dis, j'ai su le jour de l'inhumation d'Alice, nous, on est allé à l'hôpital puisqu'elle reposait dans cet hôpital, dans la chambre mortuaire là-bas, à Mequer. On récupère Alice, voilà, on s'en va pour l'enterrement. Et le coordinateur des dons d'organes vient me voir et me remet des papiers, me remet différents documents et me dit ils vont bien. Sur le coup, je le regarde, je dis ils vont bien. Il dit ouais, il est receveur, mais ils vont bien. Ils sont sortis de réanimation, tous, une semaine après. Tous étaient sortis de réanimation. Et je vous assure que dans un moment pareil,
Ça fait du bien de le savoir et alors, maintenant, j'ai possibilité de demander des nouvelles, des receveurs des organes de ma fille. Je peux pas savoir qui ils sont, mais par contre, je peux demander à l'Agence de la biomédecine, comment vont-ils? Donc je sais qu'ils vont tous toujours bien. Donc on est bientôt à 7 ans, post-greffe. Ils sont tous toujours en vie, voilà. Heu, je le demande de moins en moins. Au début, je le demandais tous les mois parce que même je crois qu'à un moment donné, j'ai été jusqu'à le demander toutes les semaines. Puis après, on m'a dit: «Non mais arrête, arrête, faut là, c'est trop, en fait, ça prend trop de place dans ta vie». Mais c'était important pour moi de m'assurer que tout ça n'était pas vain, en fait, que ce parcours avait bien un sens et que, voilà, que ces personnes allaient bien vivre, c'était tellement important. Puis au bout d'un moment, bah, voilà, ça a été une fois par mois, puis après ça a été une fois par an et puis maintenant je demande, de moins en moins. Alors il s'avère que nous sommes, là dans une semaine un peu particulière puisque vous le savez, le 22 juin, c'est la journée de réflexion sur le don d'organes et la greffe et d'hommage aux donneurs et donc je participe à pas mal d'événements et donc j'ai été amenée à rencontrer, des membres de l'Agence de la biomédecine, que je connais un peu maintenant et donc j'étais, samedi matin, à l'hôpital Port-Royal pour une petite cérémonie d'hommage aux familles des donneurs. Et il y avait des membres de l'Agence de la biomédecine, dont certains que je connais. Et donc, il y a une jeune femme qui a lu boîte et il y a alors Florence, c'est ce que vous voulez savoir. En fait, ils prennent la liste des invités. Et puis, enfin, les gens qui répondent, etc., ils ont la liste des invités. Pour tous les invités, ils vont checker comment vont les patients et ils le notent. Et puis ils nous demandent, ils nous disent: «Est-ce que vous avez envie de savoir?» Et alors là, j'aurais dit: «Bah ouais, eh ben ça va. Bon, bah voilà, ça va». Donc je suis contente de savoir que ces receveurs vont toujours bien. Mais je vais vous dire, quand bien même un jour j'apprendrai que pour l'un d'eux, la route s'est terminée, j'aurai au moins la satisfaction de savoir que ça a duré un peu et que le temps que ça a duré de meilleure manière que ce qu'ils vivaient avant la greffe. Et c'est ça, finalement, qui est important. Voilà, je pense que je vous ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas, peut-être que vous avez, des questions ou vous avez envie qu'on discute. Moi, je suis ouverte évidemment à échanger avec vous sans problème. J'ai été médecin réanimateur pendant 40 ans et j'ai été médecin coordinateur pendant 25 ans. Je vous remercie, Mena, et je remercie Alice. Notre travail de médecin coordinateur, c'est plus bas d'avoir la compassion d'accompagner l'œil et d'avoir les mots qui vous aident à prendre la décision dans le sens du dos. Et c'est vrai qu'on met toujours, nous, médecins coordonnateurs, extrêmement malheureux quand on nous dit non. Mais oui. Et on nous dit non la fois sur 10. Mais oui. Et quand on sait que dans notre hôpital, bon, il n'y aura pas obligatoirement la crête dans le genou, t'as tourné. Mais quand on sait que dans notre hôpital, on a des gens entre 2 mois et les 50 ans, 70 ans, qui vont mourir dans la semaine parce qu'ils n'auront pas de taux, on est encore plus malheureux. Donc, je vous remercie de offrir cela. Parlez-en autant de vous. On est extrêmement, je l'ai dit, c'est un existe aussi. J'ai été au bloc opératoire pour Lyton. Nous sommes très attentifs. Nous faisons très attention. Nous faisons des cicatrices qui sont belles à voir parce que nous avons des familles qui demandent à pas nu. Et ils ont pris tout. Donc, nous sommes très attentifs à offrir. Et c'est au béca. Si vous avez handicapé, hein, quand vous êtes opéré des fractures de hanche, vous avez des cicatrices. Et les cicatrices, elles sont a priori plutôt agréables à regarder au quelque temps, en tout cas. D'accord? Voilà. Eh bien, quand nous sommes devant un donneur d'organes, nous avons le respect profond de faire des cicatrices qui seront regardables par la maman, par le papa, par le petit ami, par la petite sœur, s'ils vont envie et boire. Alors, effectivement, je crois que nous regardons systématiquement le registre du refus. Il y a très peu de monde inscrit à ça, bien sûr. Mais oui. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on nous dit non et il n'y a personne inscrit sur le registre du refus.
Donc, c'est vrai qu'au moment où on apprend le décès, on n'a pas en état de le dire. Alors, j'ai une histoire personnelle à vous raconter. J'ai une sœur aînée, enceinte jusqu'aux yeux, accident de voiture, qui perd son mari et qui l'a traité de tolérant. Et qui a dit non. Et qui après m'a dit, mais pourquoi vous demandez? Oui. Parce que la loi, et parce qu'on est européen, et parce qu'on est méditerranéen. Mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils ne bombent pas. Hein. Borser les bras, donneur systématique. C'est comme ça. Et est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Voilà. Là où ça devient plus délicat pour nous, médecins coordinateurs, c'est les mineurs. Il faut savoir que dans la vie, aucune de loi ne surpasse la loi parentale. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il faut l'autorisation des deux parents. Et je peux vous dire que quand c'est des familles séparées, vous avez un père à Malbaye, une mère à Paris ou l'inverse, pour avoir des signatures des deux, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut travailler avec là, il faut travailler avec eux, Ouais. et on a le temps qui tourne. Les enfants sont la fleur au fusil. J'en ai parlé dans le lycée, en 3e, mais ils sont tous d'accord pour dire, mais oui, mais reine, ça sert à quoi de partir comme ça, on est en pleine forme. Donc, réfléchissez et soyez gentils. Moi, je suis à la retraite. Pensez au médecin coordinateur. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, en effet, c'est les enfants. Parce que donc Alice, je vous l'ai dit, elle était la 3e d'une fratrie de 4. Et donc, au moment où elle est frappée par cet accident, Thomas a 24 ans, Nicolas 21. Donc Thomas, il est à Strasbourg, il vient de démarrer un boulot. C'est son premier boulot, il est ingénieur en architecte. Enfin, il est ingénieur génie civil et architecte. Et au moment où Alice a son accident, c'est sa première semaine de boulot. Voilà, il vient de démarrer. Bon. Nicolas, lui, est à Grenoble en études d'ingénieur. Et Camille, il est en CM1, elle a 10 ans. Alors, bon, on se retrouve avec voilà, l'accident d'Alice, les 3 enfants. Thomas qui nous dit: «Je peux pas venir pour le moment, enfin voilà, je vais me débrouiller, je vais voir avec mon patron, mais là, c'est quand même un peu compliqué» et cetera. Nicolas nous dit: «Moi, je prends tout, je remonte», donc il remonte à la maison. Et donc le jour du décès d'Alice, on est à l'hôpital avec, Camille, Nicolas, mon mari et moi. Et parce que la veille, on nous a expliqué qu'Alice ne se réveillerait pas et donc on l'a annoncé aux enfants. Et donc Aline nous dit: «Moi, je veux voir ma sœur». Donc on appelle l'hôpital, parce que quand vous êtes dans cette situation, toutes les portes s'ouvrent, hein. Vous pouvez appeler à toute heure du jour, de la nuit. Votre téléphone est prioritaire. Il y a toujours quelqu'un qui décroche. Donc on a un médecin au téléphone qui nous dit: «Il y a aucun problème, venez demain matin, on s'arrangera, vous inquiétez pas». Parce que normalement, les enfants sont pas autorisés à venir en visite, en réanimation, neurochir. Là, on nous dit: «Vous inquiétez pas, on va se démerder, on va trouver une solution. Camille veut voir sa sœur, elle vient voir sa sœur, il n'y a pas de problème». Donc on vient et on est accueillis par la psychologue de l'hôpital, enfin du service, le médecin réanimateur, qui tous deux prennent Camille, lui expliquent ce qu'est la mort encéphalique, ce qu'elle va voir. Ils lui montrent sur un dessin, et ils font les choses très très bien. Ils lui montrent sur un livre quelqu'un qui est en réanimation artificielle, et avec tous les appareils, les moniteurs, le tube dans la bouche, etc. Enfin, en fait, ils expliquent tout. Et donc, quand Camille voit sa sœur, bon, c'est évidemment un peu traumatisant pour elle quand même, mais moins que si elle n'avait pas été mise au courant. Et puis, une fois qu'elle a vu ça et qu'elle a compris que sa sœur est décédée, il va falloir lui parler des dons d'organes. Et alors là, vous êtes j'en ris parce que le moment est tellement cocasse. Il faut que vous imaginiez que moi, je partage la vie de quelqu'un qui est un ingénieur en informatique. Plus pragmatique et plus terre à terre, ça n'existe pas, je crois. Et alors, c'est pas qu'il aime pas les psys, hein, c'est que bon, si, ça va. Ça, c'est encore un bouffe pognon quand même, hein. Les psys s'enrichissent sur le dos des gens qui les consultent, et moi, ingénieur, je n'en ai pas besoin. Bon, là, quand même, il faut parler du don d'organes avec sa fille de 10 ans. Petit challenge. Donc, il entreprend une grande discussion avec la psy. Alors, vous imaginez que d'un côté, il y a donc un couloir et il y a une petite pièce qui est un salon des familles. Et donc, moi, je suis là avec Camille. On boit un jus d'orange, bon.
Et puis de l'autre côté, la porte est ouverte et il y a mon mari avec la psychologue et il se lance dans un dialogue avec la psychologue. Bon, faut que je fasse du don d'organes avec Camille, qu'est-ce que je peux lui dire? La psychologue: «Bah, comment vous imaginez, présenter les choses? Non, mais vous, dites-moi. Non, mais vous, monsieur, comment vous ressentez les choses? Non, mais dites-moi ce que je dois lui dire. Mais vous, monsieur, comment allez-vous et comment imaginez-vous lui présenter les choses? C'est ce que vous avez envisagé?» Dialogue de sourds. Et les 2 évidemment ne peuvent pas se rencontrer, ils ne peuvent pas se comprendre puisque lui, il est tellement hermétique et puis elle est dans sa posture, elle est psychologue donc elle veut l'amener à réfléchir à, comment je pourrais bien dire les choses, à mon enfant et éventuellement l'aider, mais il faut bien que ça parte de quelque part et que ça vienne de lui et ça vient pas de lui et donc du coup, il se renvoie la balle et ça dure un petit moment puis moi je suis avec Camille qui me dit: «Mais maman, Borem, alors le cœur d'Alice là, il bat toujours en fait». «Bah oui, mais elle est morte». «Bah oui». «Ah OK. Mais alors à quoi ça sert maman, qu'on garde son cœur?» Et alors je lui dis: «Bah à ton avis, à quoi ça pourrait servir?» Et elle me dit: «Bah je sais pas, mais tu crois qu'un cœur ça se donne?» Et je dis: «Bah ouais, un cœur se donne et justement, on est en train de chercher si quelqu'un pourrait avoir besoin du cœur de ta sœur. Qu'est-ce que tu en penses?» Elle me dit: «Bah, c'est bien». Elle me dit: «Ouais, c'est une super idée et donc alors, du coup, on va donner un cœur et alors on va le mettre dans un paquet cadeau, c'est comment, et alors je suis: «Bah non, alors non, non, on va pas le mettre dans un paquet cadeau, ça on t'expliquera un petit peu plus tard, mais pour le moment, on cherche comment, on cherche si quelqu'un a besoin de son cœur». «Ah bon, d'accord et dis donc maman, tu crois qu'on sera à l'heure sinon pour mon club de piscine, cet après-midi?» Voilà, le truc était réglé, je suis sortie, j'ai regardé mon mail, j'ai dit: «Laisse tomber, c'est fait, c'est bon, le l'affaire est réglée» et nous n'en avons plus jamais reparlé. Heu, on n'a pas caché les choses, on a juste dit à Calippe donc on avait fait donc des organes de sa sœur et puis à ce moment-là, quand même à l'hôpital, on nous a dit aussi un truc fantastique et alors, j'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit, mais si ça fait un petit chemin dans votre tête, on nous a dit: «Ne répondez pas aux questions qui ne se posent pas et si un jour elle pose des questions, et qu'elles sont embarrassantes, n'allez pas lui donner, vous, une réponse qui pourrait la perturber. Laissez-nous faire ce métier-là, parce que c'est l'autre, en fait. Laissez-nous ça. Si elle doit en vouloir à quelqu'un, bah, il vaut mieux que ce soit à nous qu'à vous. Alors voilà qu'un mois et demi après le décès de sa sœur, je suis en train de préparer le dîner. Ma Camille, elle arrive avec sa petite liste des questions. Maman, j'ai des questions. Vas-y, mon chat, je t'écoute. Est-ce que les organes ont pris l'avion? Alors, je la regarde, je lui dis: «Pardon?» Elle me dit: «Bah oui», elle me dit: «J'ai des questions sur le don d'organes. Tu m'as dit qu'on répondrait à mes questions. Bah, maintenant, j'ai des questions». Alors, je lui dis: «Bon, tu as quoi d'autre comme question? Combien ça pèse un cœur? Heu, est-ce que, le cœur est resté vivant combien de temps? Est-ce que les organes ont pris le train? Est-ce que des organes peuvent prendre l'avion? Et comment on sait que la personne qui reçoit des organes, c'est la bonne personne si on la connaît pas?» Et là, il me sort sa liste de questions et donc je lui dis: «Écoute, moi, j'ai pas les réponses à tes questions. Heu, je vais appeler Régis Quéré, qui est le coordinateur des dons d'organes, de Necker et puis je vais voir si lui peut répondre à tes questions puisque tu laisses ta liste et puis je lui envoie par email, elle me dit: «Bon d'accord, mais j'aurai les réponses quand?» Alors je dis: «Bah écoute, tu me laisses le temps quand même d'appeler Régis demain matin et je te dirai quand tu rentreras de l'école». Et puis donc j'ai appelé Régis et je lui ai dit: «Bah voilà, Camille a plein de questions». Il dit: «OK, pas de problème, bah soit vous m'envoyez la liste de questions, soit on prend rendez-vous et j'accueille Camille et je passe un petit temps avec elle». Et donc Camille a choisi de rencontrer Régis. Je crois qu'elle avait besoin de retourner à l'hôpital. Donc on est retournés à l'hôpital Necker ensemble. Camille a été reçue, par Régis Quéré, qui a répondu à toutes ses questions. Elle avait 10 ans et demi et voilà et on est rentrés et ça fait, 6 ans. On n'en a plus jamais reparlé. Les choses ont été, claires, sereines. Alors pour autant, elle le sait, aujourd'hui elle a 17 ans, donc on en parle beaucoup plus, facilement. Enfin, en tout cas, on en parle entre adultes, ce qui fait quand même une grande différence. Et régulièrement, elle me dit: «Non, mais je sais qu'il y a des ressources, hein, t'inquiète, c'est bon, je sais qui appeler, pas de problème». Parce que de temps en temps, je m'inquiète pour elle quand même si elle va très bien. De temps en temps, je lui demande: «Bon, ça va?» «Ouais, ouais, ça va super, t'inquiète pas». Puis bon, je sais: «Maman, t'inquiète pas, il y a des ressources, je sais qui appeler». Voilà et je pense que c'est important de savoir que quand on donne les organes d'un proche, on n'est pas abandonné à son propre sort. En fait, on a du monde. Voilà, il y a toujours quelqu'un, là, les dossiers sont transmis
Et il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions et pour vous rassurer ou pour vous écouter. Voilà, c'est important de le savoir. Et donner des nouvelles des greffés, voilà. Et nous dire que dans la plupart des cas, ça va. Et alors moi, je le vis vraiment comme une aventure parce que, euh, évidemment, il y a la perte d'Alice et bon, mais voilà, ça restera évidemment le pire drame de ma vie et voilà, et c'est un deuil impossible et bref, ça c'est une autre histoire dont je ne parle pas parce que c'est très intime. Mais c'est une belle aventure au sens où je n'aurais jamais imaginé rencontrer autant de belles personnes dans ma vie, qu'il s'agisse de greffés, de médecins, de coordinateurs. Euh, voilà, et puis il y a des histoires qui sont plus touchantes que d'autres. Et parmi ces histoires plus touchantes que d'autres, il y a l'histoire de Julie. Il s'avère qu'un an après le décès d'Alice, j'ai publié un livre qui s'appelle Le don d'Alice. Parce que quand je me levais le matin, en fait, c'était hyper compliqué pour moi de démarrer ma journée. J'avais très peur d'oublier, en fait. Parce que même, figurez-nous que même le pire de sa vie, on n'a pas envie d'oublier. Parce que ce pire de ma vie, c'est aussi mes derniers moments avec Alice. Et j'avais très, très peur d'oublier ces derniers moments-là. Et donc, tous les matins, je leur faisais tout le petit de soir. Il y a des matins, bon, ça allait très bien, ça prenait un quart d'heure. Il y a des matins, c'était très compliqué et tant que j'avais pas refait toute l'histoire, je ne démarrais pas ma journée, donc c'était un peu la panique à bord. Comme mon métier est d'écrire, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire comme ça, je vais écrire le truc, j'aurai plus besoin de m'en souvenir, ce sera écrit. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis tout au début de ma carrière professionnelle, j'avais été journaliste et j'ai fait mes classes de journaliste auprès d'un journaliste qui est sur RTL aujourd'hui, qui s'appelle Frédéric Veil, avec lequel j'ai toujours gardé contact, qui est en Normandie, voilà, et puis on s'appelle 2 fois dans l'année pour prendre des nouvelles. Et puis, arrive le 1er janvier, il m'appelle pour me souhaiter ses vœux. Alors, comment ça va ma Flo? Je lui dis: «Ben, ça va, enfin, c'est un peu tendu, quoi». «Ah bon, c'est tendu, qu'est-ce qui se passe?» Et je lui raconte ce qu'on a vécu 3 mois, avant. Et là, il me dit: «Waouh, quand même et tout». Alors je dis: «Ouais, bah, du coup, j'écris parce que faut que je pose cette histoire. Comme ça, j'aurais plus à m'en souvenir». Et là, il me dit: «Mais tu m'envoies ton manuscrit». Je lui dis: «Bah, c'est pas du tout un manuscrit, en fait, c'est un journal intime, c'est ma vie, quoi. C'est cette dernière semaine avec Alice». Et il me dit: «Non, mais envoie-le-moi parce que la parole des donneurs est rare et elle est importante. On parle beaucoup des receveurs, on parle peu des donneurs et la parole des donneurs est rare et importante». Je finis par lui envoyer mon truc et il s'avère que lui, a écrit plusieurs livres et travaille avec une maison d'édition et il me rappelle un mois plus tard en me disant: «Flo, on aimerait éditer ton histoire». Bon, voilà, j'en ai parlé avec les enfants, mon mari, tout le monde a été d'accord. On s'est dit que c'était aussi un beau témoignage et un bel hommage pour Alice. Donc, on a publié Le don d'Alice, qui mène sa petite vie et qui a mené sa petite vie jusqu'à atterrir sur l'étagère de Julie. Et donc, Le don d'Alice est paru en 2019, un an après le décès d'Alice. Peut-être un mois après la parution, l'éditeur m'appelle et me dit: «Je viens de recevoir un appel d'une jeune femme, c'était Julie, euh, qui aimerait te rencontrer. Est-ce que tu acceptes que je lui donne tes coordonnées?» Julie est greffée pulmonaire. Et Julie allait contacter Frédéric en lui disant: «Bah, en fait, mon histoire, à moi, elle a été possible grâce à une famille, comme la famille de Florence, parce que moi, je suis greffée des poumons, je suis atteinte de mucoviscidose». J'ai donc rencontré Julie, ça a été une rencontre hyper touchante et tellement pleine de vie, parce que Julie était une personne tellement pétillante et joyeuse et pleine de projets, et voilà. Et Julie m'a raconté l'histoire de sa greffe, et nous avons écrit ensemble un deuxième livre qui s'appelle Mon second souffle. Alors, bah, j'ai une pensée évidemment très forte pour Julie ce soir, parce que Julie nous a quittés en janvier, mais Julie a eu 12 ans de vie avec cette greffe, 12 ans de vie qu'elle n'aurait évidemment jamais eu si elle n'avait pas été greffée. Et 12 ans d'une jolie vie. En tout cas, au moins 10 ans d'une très jolie vie, bien plus jolie que les années antérieures à la greffe. Donc, même si la vie doit s'arrêter à un moment donné, euh, et même si ça restera toujours très difficile de perdre un enfant, eh bien, Julie a eu 10 ans très beaux avec les poumons d'un donneur ou d'une donneuse, et grâce à une famille qui, à un moment donné, a dû mis. Voilà, moi, j'aurais pas rencontré Julie si elle n'avait pas été greffée. Et ça reste une des rencontres les plus magiques de ma vie, en fait. Mais comme à chaque fois que je rencontre des
des receveurs qui sont tellement pleins d'énergie, quoi. Ils ont une revanche à prendre. Euh, Ils sont vivants et ils veulent faire honneur au greffon qu'ils ont reçu. Et rien que ça, voilà, ça donne tellement de légitimité au fait d'avoir donné. Alors, ces receveurs qu'on ne peut pas connaître, eux, ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire à l'agence de la biomédecine, ils peuvent adresser un courrier de remerciement à la famille du donneur, qui est complètement anonymisé pour qu'on ne puisse pas être identifié. Et la famille, au moment où on donne les organes de notre proche, on nous demande si on veut avoir des nouvelles et si on est OK pour recevoir des courriers des receveurs. Donc, nous n'avons pas souhaité, nous, recevoir de courrier. On a souhaité que si des courriers nous soient adressés, ils soient alors lus dans les moments d'hommage aux familles des donneurs et qu'ils soient offerts à toutes les familles de donneurs plutôt qu'à nous personnellement. Et je pense qu'on avait juste besoin, à un moment donné, de prendre un peu de distance avec tout ça. Même si c'est très important pour les receveurs, j'en conviens bien. Mais nous, on avait besoin aussi de reprendre notre vie là où celle d'Alice s'était arrêtée. Et donc, il fallait qu'on prenne un peu de distance. Tout ça pour vous dire au final que ce qui est grave dans tout ça, c'est de perdre un proche. Donner les organes, ça n'est pas grave. Alors moi, j'ai connu quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un qui avait 38 ans à l'époque. Euh, Depuis moins d'un an, son cœur était en train de dégénérer. Alors je l'ai connu très bien. Enfin, j'espère que très bien pour lui, je pense. Son cœur était en train de dégénérer. Ça n'a pas duré longtemps. De mois en mois, et ça, c'est devenu de plus en plus catastrophique. La cause était complètement inconnue. Il avait 6 enfants à l'époque. Le plus jeune avait 5 ans. Voilà, et l'aîné, 15 ans. Et alors, vous avez parlé du chiffre 6, et vous avez dit, Alice, on nous a pris 6 organes, ça a permis de prendre la vie, de sauver 6 personnes. Donc, sur la fin, cet homme, il a hésité beaucoup avant de se mettre en liste d'attente, parce qu'avec les 6 enfants, il se disait, mais c'est peut-être un peu dangereux. Et on va peut-être attendre, peut-être qu'il y aura une solution, mais il n'y avait pas de solution. Et en fait, la dégénérescence évoluait à la fin, pas de mois en mois, ni de semaine en semaine. Il a terminé sur liste d'urgence. Et à peine était-il inscrit qu'il avait son hélice. Et cet homme s'est pénois. Et aujourd'hui, le petit Bernie, il a 27 ans. Et ils sont tous en belle forme. Ils sont tous autonomes. Le père de famille de Chu est rassuré, évidemment. J'ai repris mon travail fin juillet, j'ai repris mon travail début janvier. Voilà, j'avais hâte Alors, ce qui est pesant, c'est d'être une charge pour la société. Je pense tous les jours à mon Alice Amand, que je ne connais pas, qui a sauvé, avec un seul organe, un cœur, qui a sauvé 6 enfants, pas seulement une personne. Vous avez parlé de tous, des grands-parents, des parents, et il y a 6 enfants. Bon, ça, c'est le chiffre 6. Et je voudrais aussi insister sur autre chose qui me travaille. D'abord, c'est un hommage, vous l'avez très bien dit, on pense qu'il y a une chose, c'est d'être digne du don qui nous a été fait, donc d'en prendre soin. Et je remercierai jamais assez cette famille, parce que celui qui a donné ses organes, je le reverrai un jour au ciel, et il sera avant moi, donc peut-être ça me laisse l'espoir d'y accéder, mais enfin, c'est la famille qui a dit oui. Et donc, parlez-en, en fait. Je suis convaincu, moi, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais j'imagine dans ma petite tête que la décision que vont prendre les proches, qui, coup sur coup, apprennent la mort subite comme ça d'un proche, souvent jeune, et puis le médecin qui leur parle du don d'organes, plutôt du prélèvement d'organes, qui est quand même une violence, s'il n'y a pas d'indice, de trace, mais qu'est-ce qu'il aurait dit, lui? Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous suscitiez vos proches, juste à dire ce qu'ils en pensent. S'ils sont contre, vous serez rassuré sur votre décision. S'ils sont pour, vous serez rassuré, ça vous enlèvera un poids. Et puis, dans votre propre cas, si vous décédez, vous allez enlever un poids immense à ceux à qui vous laissez la décision. Et c'est ça qui est important.
Voilà, et probablement pas besoin de registre ou de papier, c'est en parler. Vous voyez, vous parlez de reconnaissance. Il y a pas très longtemps, il y a 5 ans de ça, à un moment donné, je suis invitée dans une conférence avec des médecins pour parler. Le thème, c'était l'anonymat. Protection ou au contraire danger. Est-ce qu'il faut préserver l'anonymat? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vivez cet anonymat? Vous qui êtes famille de donneurs, donc il y avait moi qui représentais famille de donneurs, et puis il y avait un jeune homme qui était receveur. Et alors lui, il avait fait une expérience incroyable. Il était atteint de mucoviscidose, il avait été greffé des poumons. Et dans les jours qui ont suivi sa sortie de réanimation, il a demandé à ses proches de lui acheter tous les journaux de France et de Navarre. Et alors il racontait ça, c'était à hurler de rire. Il était journaliste, il était super drôle. Et alors il disait, bon, donc je fais tous les feuillets nécrologiques. Et alors, donc il y avait Paul, 35 ans, accident de bagnole. Jean-Pierre, 55 ans, accident de moto. Puis il dit, puis à un moment donné, en fait, j'ai eu hyper peur, en fait, de savoir finalement qui c'était. Et donc la question m'était posée aussi, est-ce que moi j'avais envie de savoir qui étaient les receveurs des organes Lalice? Je n'en ai aucune envie. Aucune envie simplement parce que leur histoire, c'est leur histoire. À un moment donné, ils ont été les personnes les plus compatibles avec les greffons qui étaient proposés. Ils n'ont pas d'autre lien avec moi et avec Alice que celui-ci. Le greffon, une fois qu'il est greffé, leur appartient et il leur appartient du coup de le faire vivre et de respecter l'hygiène de vie qui leur est imposée, de prendre des traitements, d'observer quand même de faire du sport, etc. D'observer quand même une certaine hygiène. C'est déjà si tu veux de recevoir un organe, c'est pas quand même une promenade de santé. Et donc en ça, ils ne doivent de rien parce que de toute façon, la qualité de vie qu'ils ont, c'est à eux qu'ils la doivent. Et la manière qu'ils ont de reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée et de refaire des projets et de reprendre un doux, etc. Bah, ça aussi, c'est uniquement à eux qu'ils le doivent, en fait. À moi, ils ne me doivent rien d'autre n'avons fait que proposer des outils en parfait état de fonctionnement parce qu'à 16 ans, j'ai quand même le droit de penser que ces outils sont partis pour un très très long moment et que donc ces gens vont avoir des très longues vies. Voilà. Vous avez devant vous un rodier tape de 15 avant de greffe. Ah, bravo! 2 reins. Ah, comme quoi, vous voyez, on peut 2 reins qui ont été transplantés en même temps. Ah! L'hôpital Foch. Tout va bien. Et tout va bien. Seulement, tout va bien. Les analyses, ils sont peut-être tous les 6 mois. Rien noté. Et je vis normal. Eh bien, bravo. Bravo, monsieur. Merci, mon cher, ça marche. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Je connais ça. Je connais un peu le phénomène parce que j'ai été référent dans ce domaine-là des vins de rats pendant quelques années. J'ai laissé après parce que j'avais au-dessus de la terre. Ben oui. Et je suis toujours tombé sur des équipes du tonnerre. Équipes infirmières et infirmiers présents et toujours prêts à votre service. Tout le temps. Et ça a duré pendant le temps. Avant que ce soit crépé, j'étais en dialyse. Ça, c'est encore un sujet qui est compliqué. Quel c'est le parcours du combat? J'ai été en dialyse pendant moins d'1 an. Bravo. Ah. Quelle chance. Ouais, quelle chance. Tous les là qui sont pendant 10 ans, oui, gros, oui. Et qui passeront par un trip parce que, malheureusement, ils sont trop fatigués de caisser. Et la plus ça dure le plus longtemps possible, monsieur. C'est tout mal. Je souhaite. On doit se poser la question lorsqu'on est devant le fait de devoir donner, est-ce que je dois donner, mais en fait, on se pose la question qu'on est potentiellement receveur. Ah ben. Là, bon, c'est oui. Ben oui, on est tous. Oui, j'ai besoin, c'est vital. Donc, en fait, là, la question ne se pose pas. Donc, je pense qu'il faut pouvoir se positionner dans la position du receveur en disant, mais j'ai besoin que tout le monde dise oui pour le don. Bonsoir à tous. Merci pour vos discours et surtout l'engagement porté.
j'ai été pas directement indirectement d'ailleurs assez profane sur l'autre île, c'est-à-dire celle plutôt des receveurs. Parce que nous, notre pire, c'était en 2021. Et le pire concernait surtout ma compagne qui avait 25 ans, quoi. Et quelques symptômes qui semblaient pas très importants, mais des nausées matins, des hypertensions, une petite des de sang. Et là, le verdict tombe, une fonction rénale des pâquerettes et un faux sourire qui avait allé quand se dégradant et c'était un peu la fin de l'attention. Il se a 25 ans, donc mon c'est cool, 25 ans, tout ça. S'en est suivi un peu comme le fut de la dialyse, on raccompagne. L'adaptation de rythme de vie, parce que la dialyse, il faut garder en tête que c'est 3 fois par semaine, 4 heures. C'est un enfer. C'est pas une bille, Ouais. et le survie, par exemple, dans ce malheur, on a la chance que, effectivement, des machines qui puissent pallier le fonctionnement rénal. C'est pas le cas, mais je suis pathologique. Dans le malheur, peu de chance quand même. Et on a aussi eu la chance que c'est pas que dialyse ne dure pas de l'éternité, parce que ça ne durait 6 mois, pour la simple et bonne raison que elle a pu d'être issue d'un don du vivant Ah, génial. de sa maman. Ah, c'est top. Effectivement, une fois de plus, on a son malheur, peu de chance, ça peut être une herbe ou du filet. Mais ce que je voulais porter à la connaissance de tous, c'est que vous pouvez pas tous la chance au cœur. Tous ceux qui sont en attente d'organes n'ont pas la chance de voir une mère aussi formidable et un proche compagnie. Oui, puis c'est spécifique aussi aux reins et au foie. Et c'est effectivement très spécifique qu'au rein, je connais pas toutes les pathologies, mais Non, mais on peut pas donner son cœur, mais ses poumons. Excepto. Voilà. Oui. Enfin, en tout cas, pas du vivant. Et donc, ouais, c'est spécifique aux reins et au foie. enfin, c'est juste le message que je voulais passer, c'est que si ça peut permettre d'améliorer des vies, de juste continuer sa vie là où on l'avait laissé, Non. je pense que effectivement ça vaut le coup d'en parler. Bah oui, je suis d'accord. Bravo. Merci. Je suis complètement, novice en tout ce qui est donneur et receveur, mais j'ai une question, c'est par rapport à l'âge. Parce que votre fille était petite, les organes n'étaient pas forcément développés le temps qu'un adulte. Donc en fait, il y a à peu près une tranche d'âge. C'était plus pour, des enfants. Un adulte peut donner pour un adulte et un enfant peut donner pour un enfant, ou un adulte peut donner pour un enfant. Alors tu penses En réalité, dans la plupart des cas, les organes des mineurs vont aux mineurs qui sont prioritaires dans un des cas pour recevoir des greffes. Mais de toute façon, les organes s'adaptent. C'est-à-dire que quand on greffe un kit 6 fois sur lequel il y a besoin d'un gros foie, le foie va se débloquer. Quand on pète des petits reins sur quelqu'un qui a des reins plus gros, les reins vont se développer. Je ne sais pas si c'est vrai avec tous les organes, mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité d'âge. Il m'a été dit à un moment donné qu'on faisait en sorte que la différence d'âge entre le donneur et le receveur soit la moins importante possible. Que c'est aussi une des chances de réussite de la classe, mais en même temps, ça, c'est pas toujours possible. Quand le plus compatible, il y a 30 ans d'écart, et ben si c'est le plus compatible, ça reste le plus compatible. Après, le cœur d'Alice qui faisait 50 kilos, voilà, tout bouillé, je pense que dans une cage thoracique d'un humain, ça aurait été compliqué. Et surtout, effectivement, elle avait des petits organes, et ça, on l'a dit assez en fait. Parce que parmi les examens qui sont réalisés, il y a notamment des échographies des organes, parce qu'on cherche, on s'assure que tous les organes peuvent être prélevés, qu'il n'y a pas eu de pathologie, parce qu'après tout, on peut aussi être atteint d'une pathologie sans le savoir. Et ce qu'il est ressenti de cet examen, c'est qu'elle avait des petits organes. Mais en même temps, elle était très menue. Donc, c'est ce qui nous a fait dire aussi que probablement que c'était des enfants qui avaient bénéficié de ces greffes. Mais en tout cas, les organes s'adaptent. La seule chose qui est embêtante, c'est quand un donneur fait 200 kilos, 150 kilos, le mène dans une poitrine. Ah ben oui, ça c'est compliqué. Mais un petit organe, un grand bonheur, c'est le corps a horreur de vie. Donc il remplit.
Et donc, l'enquête s'adapte et sur les blocs, ça passe chacun sens, mais se développe. Ouais, il est un tout petit cœur élevé sur sportif, il m'a bon un cœur de sportif. Puisque tu as 100% des greffes, du coup, réussissent? Non. Et non, 100% des greffes ne réussissent pas. Il y a des rejets, il y a des maladies qui font que, à un moment donné, la greffe ne fonctionne pas, en fait. Il peut y avoir des rejets, il y a des gens qui décèdent suite à des rejets, puis il y a des greffes qui ne fonctionnent pas, et puis le patient décède pour les jours qui suivent la greffe. Non, non, 100% des greffes ne réussissent pas, mais si beaucoup, heureusement, réussissent. Et en même temps, quand la greffe est faite, c'est qu'il n'y avait plus que ça à faire, hein. Donc, de toute façon, le risque vaut d'être pris parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche que ça ne marche pas, mais il y a quand même un risque que ça ne fonctionne pas, en effet. Mais de toute façon, si la personne n'avait pas dégreffé, elle décède dans les jours qui suivent, hein, ou dans les semaines. Enfin, c'est vraiment une espérance de vie à court terme, hein. Quand vous êtes dans les 10 000 inscrits sur la liste de priorité, c'est que votre espérance de vie elle se réduit d'heure en heure. Et ça va vite. Ça peut aller très vite. Sur les questions de l'âge aussi, en fait, d'être receveur de l'heure selon l'âge, je veux dire autre chose aussi, c'est que j'étais à l'hôpital de la Porte Verte la semaine dernière, et j'ai rencontré un médecin gériatre, le docteur Aquino, et on parle de choses et d'autres, et puis on parle justement de ce soir. Et puis il dit, ah, ça tombe bien. En fait, avec lui, il dit, je fais passer quelque chose, je fais un webinaire avec la Société française de gériatrie et gérontologie. Le terme, c'est les démarches anticipées en vue d'un don d'organes et ou de tissus chez la personne âgée. Il dit en fait là-dessus, effectivement, on peut effectivement donner et en fait, on travaille aussi là-dessus pour faire en sorte que n'importe qui puisse être donneur ou receveur, quel que soit son âge. Donc, faut pas imaginer que si on a des organes un peu anciens, qu'ils puissent pas servir. Donc, l'occasion, ça marche, hein, et donc on voit bien. Ok, c'est important aussi. J'étais content de voir ça se télescope un petit peu en fait avec ce tas. Si je voulais vous en parler aussi ce soir. Je veux pas vous diffuser le lien du webinaire parce que c'est un truc qui est un peu spécialisé sur le médecin, sur un certain nombre de choses, mais ça passe le 27 juin sur The Origin. Et même malade, on peut quand même être donneur d'organes, même si on peut être donneur d'organes là, si on est malade. Parce que d'abord, la pathologie dont on souffre peut toucher un seul organe et pas les autres. Et c'est pas parce qu'on a une maladie cardiaque que pour autant le cœur, les reins, par exemple, ne peuvent pas être donnés. Au cours de sa réanimation, Alice a manifestement eu un petit accident cardiaque, ce qui arrive fréquemment sur des patients aussi fragiles, parce que quand on est à 2 doigts d'abondance céphalique, voilà, la fragilité est maximum. Donc les patients sont extrêmement surveillés, si bien qu'à un moment donné, on me dit: «Ah bon, alors on ne sait pas, l'équipe à laquelle le cœur a été proposé hésite, parce que voilà, il y a eu un petit accident cardiaque à un moment donné. Bon, donc ils ne savent pas trop. Est-ce que vous nous autorisez quand même à prélever le cœur pour prélever les valves cardiaques qui peuvent sauver des petits bébés?» Des tas de petits bébés, malheureusement, qui naissent avec des pathologies cardiaques et qui ont besoin de valves. Et comme Alice était menue et avait un petit cœur, enfin, il était très en demande justement de ces valves. Et donc, on a dit oui. De toute façon, voilà, de manière ou d'une autre, on voulait que le maximum soit donné. Et puis finalement, l'équipe à laquelle le cœur avait été proposé a fini par l'accepter, a suivi plein d'autres examens de FEC qui montraient que finalement le cœur était bien résistant, et la preuve est que 7 ans plus tard, il résiste toujours. Donc c'est que ça va. Mais à quel âge, en fait, on peut être donneur, à quel âge on peut être receveur, mais on peut être donneur même quand on est atteint d'une pathologie, même si on a eu des traitements très lourds. Donc il ne faut pas s'interdire d'y penser. Et il ne faut pas non plus se dire, moi c'est non, puisque de toute façon, j'ai du diabète ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, vous n'en savez rien. Il y a peut-être un truc bon à prendre chez vous et vous pouvez être un formidable donneur. Il y a toujours du bon en soi. Il y a toujours du bon en chacun. En chacun. J'ai une question par rapport à l'anonymat dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous n'avez pas tant développé ça finalement sur les motivations de pourquoi ne pas savoir.
c'est ces idées de pas que la personne ne se sente pas redevable. Alors, je vais vous dire, Et juste un point très précis par rapport au témoignage de monsieur et sa compagne qui parlait donc de la mère de sa compagne qui avait été deuilleuse. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'anonymat, ça ne l'a pas dit. Enfin, non. Quel est le. c'est pas la même loi. Attention au domaine. Ah bah voilà. La Covid, non, non. Alors d'abord, alors ça va vous paraître hyper prétentieux, mais en même temps, aucun des receveurs des greffons donnés par Alice ne lui arrivera jamais à la cheville. Voilà, et que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Donc je n'ai pas envie de savoir qui sont ces gens parce que je ne veux jamais me retrouver en position de les juger. Je veux jamais avoir à me dire mais est-ce qu'ils sont bien dignes? Car il n'y a pas de doute, ils le sont dignes. Sauf que quand on connaît les gens et qu'on les voit, on peut être tenté de se dire non mais attends, pour qui il se prend? Enfin, et je veux pas me retrouver dans cette position, je serais hyper embarrassée. Donc en fait, ma réponse à moi, c'est aucun d'entre eux de toute façon n'arrivera jamais aux chevilles de ma fille, donc peu importe qui ils sont. Et c'est marrant que vous me posiez cette question parce que mon ami Frédéric Veil, avec lequel donc j'ai écrit le nom d'Abyss, un jour m'appelle et me dit et t'as pas envie de savoir? Je lui dis bah non. Ah bon? Et moi je voudrais. Je vais pour savoir quoi? Non mais imagine le mec et si c'est un repris de justice? Et je lui dis et alors? Si c'est un repris de justice, c'est que le gars c'est le plus compatible avec le greffon qui se présente à ce moment-là. Et ben il vaut mieux le greffer lui que ne pas greffer en fait. Et donc je ne veux pas avoir à savoir ça. Et surtout, je ne veux pas les rencontrer simplement parce que le deuil que nous vivons, nous, ne leur appartient pas. Et je ne veux pas que eux aient à se dire, je dois me rendre, je dois être à la hauteur de cette famille-là, de cet enfant-là. D'abord, je suis pas sûre que savoir qu'on a reçu les organes hyamiques de 16 ans soit très aidant. Quand je me dis, si parmi eux, il y a un adulte qui avait 2 fois son âge ou 3 fois son âge, je suis pas sûre que ça aide de savoir qu'on a reçu les organes d'une gamine, en fait. Je me dis, ça va être hyper. Au contraire, on doit se dire, mon Dieu, mais que la vie est injuste, parce qu'il y a quand même beaucoup d'injustice dans tout ça. Enfin, en tout cas, l'accident est très injuste. Et donc, moi, je me dis, le fait qu'on ne se connaisse jamais nous protège les uns et les autres, eux, d'un deuil qui n'est pas le leur, d'un chagrin qui ne leur appartient pas, qui n'est pas du tout le leur, et dont ils ne sont pas responsables, parce qu'il y a quand même un truc que je vous ai pas dit, qui va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Eux, ils n'ont pas demandé à ce que Alice, elle meure, en fait. Eux, leur vie, elle est suspendue à la mort de quelqu'un. Mais en même temps, ils n'ont pas demandé à ce que ça arrive. Mais évidemment que pour leur sauver la vie, à un moment donné, il fallait que quelqu'un soit donneur et ces donneurs sont la plupart du temps décédés. Mais eux, ils n'y sont pour rien, en fait. Ils n'ont pas à se reprocher d'avoir reçu les organes de ma fille. Ils n'ont pas demandé à ce que ça arrive. Personne ne l'a demandé. C'est comme ça, c'est la fatalité. Et alors, pour ce qui concerne le don du vivant, là, pour le coup, on n'est pas soumis à la même loi. Dans le don du vivant, on va rechercher d'abord dans l'entourage familial les meilleures compatibilités. J'ai rencontré très récemment une jeune femme, malade du rein également. Elle avait ses 4 sœurs plus son épouse compatibles. Donc il y a bientôt eu une guerre entre les 5 de savoir laquelle allait donner. Il a été choisi que ce soit son épouse parce qu'il y a plus de probabilité finalement qu'à un moment donné, elle se sépare et que cette épouse sorte de sa vie plutôt que ses sœurs. Et donc, elle pourrait avoir à nouveau besoin d'un rein. Et donc, dans ce cas-là, on ferait plutôt appel à nouveau à sa famille. Mais dans ces cas-là, effectivement, on connaît son donneur. Et surtout, quand il n'y a pas de compatibilité dans la famille, on peut envisager un don croisé. C'est-à-dire que la personne A qui a besoin d'un rein et la famille A font les analyses. Aucun de la famille A n'est compatible avec le receveur A. Mais par contre, dans cette famille-là, il y en a peut-être un qui est compatible avec un receveur B. Et dans ces cas-là, on propose un don croisé, c'est-à-dire qu'on va proposer à la personne qui voulait bien donner un rein et qui est compatible avec la personne B de donner son rein quand même. Et la personne qui est malade dans la famille A recevra un rein avec lequel elle est compatible d'une autre famille dans laquelle il y avait un donneur du vivant potentiel.
Ouais. Mais du coup, oui, on connaît son donneur. Bon, ça crée des liens, paraît-il, hein. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est possible. Hyper important. Aux États-Unis, c'est possible. On peut connaître le donneur et le receveur et le donneur peuvent se rencontrer. Un jour, pensant me faire du bien, il y a un ami qui m'envoie une vidéo que peut-être vous avez vue, qui a tourné pas mal à un moment donné sur les réseaux, d'un type qui fait un marathon. Et au bout de ce marathon, il y a un papa avec un stéthoscope autour du cou. Et on lui fait écouter le cœur qui bat dans la poitrine du marathonien parce que c'est le cœur de son enfant. Ça m'a mis mais hyper mal à l'aise, mais tellement mal à l'aise parce que à aucun moment je n'ai envie de vivre ça. C'est-à-dire que bah moi j'ai enterré mon enfant, je sais où elle est et voilà. Et après, ce que je fais de ce deuil m'appartient. J'ai pas du tout envie que, même si je sais à quel point les receveurs se sentent redevables et ont un merci éternel à donner, et ben moi je le prends le merci quand je les rencontre et que je les vois en pleine santé, en train de courir, en train de faire des tas de projets. Et ben je me dis bah voilà, c'est ça la légitimité du don qu'on a fait, elle est là, elle est dans chacun des receveurs que je rencontre et c'est super et ça me suffit amplement en fait. Alors je sais pas si la librairie est là en fait. Si, Ah! elle est là, c'est là. Alors, je voulais justement, d'une part, te remercier à nouveau, chère Florence, et dire que la librairie Page de Vie, qui se situe juste à côté donc de la médiathèque de l'Auditorium, est présente ce soir, a les 2 livres de Florence, Oui. donc le Dordalis et le Second Souffle. Ah, elle est là la dame, pardon. Elle est là. Donc, je vous propose les livres à l'achat. Et évidemment, Florence pourra vous les Avec les dédicacer si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Et c'est aussi, je veux que ça puisse être Bah, c'est sympa. réalisable. Donc, on le fait de temps en temps, effectivement, ici avec un certain nombre d'auteurs. Et donc, je remercie également la librairie Une Page de Vie d'être partenaire et d'être présente Bah, ce soir. merci. Merci à vous de votre accueil. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop plombé la soirée. Voilà. En même temps, on a plutôt parlé de la vie de la mort, donc c'est cool. Ne vous sentez surtout pas obligé d'acheter les livres, mais voilà, ils vous sont proposés et c'est sympa. Et je suis contente de pouvoir vous proposer aussi mon Second Souffle. Voilà. L'histoire de Julie, qui est une histoire pleine de vie pour le. Et parlons-en.